Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes monégasque, vous êtes résident, vous êtes peut-être en vacances en principauté, quoi qu'il en soit, vous êtes tous les bienvenus sur Monaco Info et je suis ravi d'être en votre compagnie en ce dimanche 4 août. Voici le sommaire de ce journal. L'AS Monaco FC vient de jouer son 5e match de préparation face au club italien Genoa. Les monégasques se sont inclinés 2-1. Le résumé dans ce journal. Le prince Albert II a célébré cette semaine les 100 ans de la médaille d'or de son grand-père, Jack Kelly, aux Jeux de Paris. Une cérémonie était organisée au stade nautique de Vaires-sur-Marne, nous y étions. À quoi ressemblera le parcours du prochain rallye Monte-Carlo? Quelles seront les nouveautés et les secteurs déterminants de cette 93e édition? Réponse avec notre consultant Franck Phillips. Nice-Milan, en train, c'est le trajet que fait l'Expresso Riviera depuis ce samedi. Ce n'est pas le cas pour le moment, mais il se pourrait que ce train s'arrête en gare de Monaco dès l'année prochaine. Et en fin de journal, nous vous proposerons un Focus Info consacré à la maison d'Amélie, située dans le village d'Anote. Cette maison accueille pour les vacances ainsi que les mercredis et les samedis des personnes avec un handicap mental. On ouvre une page sport et on débute avec du football et le 5e match de préparation de l'AS Monaco FC. Une rencontre les opposants aux Italiens de Genoa en fin de matinée au centre de formation. Un match très compliqué pour les Monégasques comme nous l'expliquent Justin Hadel et Thomas Deus. Dès le coup d'envoi, Monaco met de l'intensité. Les Italiens sont présents avec une défense de qualité. Pourtant, les Monégasques se laissent surprendre à la 16e minute de jeu avec une tête de Junior Messias. Mal engagée, la rencontre reste plus ou moins tendue. Les deux équipes livrent des contre-attaques, mais à la finition, le résultat est différent. La possession est légèrement en faveur des Monégasques, sans pour autant les aider à ouvrir le score. À la mi-temps, les joueurs d'Alberto Gilardino sont devant et ils vont même enfoncer le clou 15 minutes après leur retour des vestiaires. Les Monégasques ne parviennent pas à trouver la brèche. Menés 2-0, la solution n'arrive pas, sauf à la fin du match où le jeune Ileni Kena ouvre le compteur. Pour lui, c'est 2 buts en 2 matchs joués avec la SMFC. Les Italiens s'imposent sur la pelouse du centre de formation. Score final, 2-1. Today, the first 15-20 minutes is our style of football. What we did after it was tactically not good, too far away from each other, between the lines, player to player. There was too many distance, too much distance. But we have to do this in practice. We miss some players, yes, it's also right, really good ones. At the end, last season we lost also against Genoa. But today I was not happy after 20 minutes, for sure not. Monaco ne rassure pas 2 semaines du début du championnat, sans pour autant être inquiétant à l'approche de la nouvelle saison. Et pour rappel, la prochaine rencontre amicale se déroulera en Espagne face au Barça le 12 août prochain, avant le début du championnat le 17 août. Paris 1924, Paris 2024. Il y a tout juste 100 ans, Jack Kelly a remporté avec son cousin la médaille d'or du 2 de couple en aviron, son 3e titre olympique. Une réception était organisée cette semaine en son honneur sur le site de Vaires-sur-Marne, en présence de son petit-fils qui n'est autre que le prince Albert II et de ses cousins américains. Le reportage d'Émilie Rousseau et Hugo Comassa. L'instant est symbolique. Son Altesse Sérénissime, le prince Albert II, remettant la médaille d'or au rameur roumain devenu champion olympique en 2 de couple. 100 ans auparavant, c'est son grand-père, John B. Kelly, surnommé Jack Kelly, qui montait sur la première marche du podium avec Paul Costello dans la même discipline, à une 30aine de kilomètres de là, à Argenteuil. C'était lors des Jeux de Paris 1924. John Kelly, c'était vraiment quelqu'un de... D'abord, c'était un athlète extraordinaire, mais c'était surtout quelqu'un qui avait, qui avait une belle vision de ce que devait être le monde, aussi grâce au sport. Et donc, j'étais vraiment très très heureux. Nous avons été très heureux de pouvoir lui rendre cet hommage aujourd'hui. La Fédération internationale des sociétés d'aviron a souhaité marquer cet anniversaire en organisant une réception au stade nautique de Vaires-sur-Marne, la même où se déroulent les épreuves olympiques. Un hommage a été rendu aux rameurs, à l'homme, à la légende qu'a été Jack Kelly, médaillé d'or à 3 reprises aux Jeux Olympiques. Quand on regarde sa biographie, on ne peut être qu'impressionné. Et puis nous, on est très fiers dans notre sport d'avoir une légende de ce calibre. Thomas Bach, président du Comité international olympique, s'est associé à cet hommage, mais surtout une partie de la famille Kelly, venue spécialement des États-Unis pour vivre ce moment aux côtés du prince, pour la plupart des cousins du souverain.
Albert's so wonderful to include us all in this, but it is a special moment because it is a unique family that has had so many generations involved with the Olympics, and Albert continues that tradition on. It's very emotional to think about Pop being here in Paris in 1924, and to be back here again and watch such great racing and see the sport continue. It's all wonderful. Jack Kelly aura marqué l'histoire de son sport. Son nom est d'ailleurs à jamais lié à l'aviron, puisque quelques années plus tard, le frère de la princesse Grace, Kel Kelly, participera à 4 Jeux olympiques et signera même une médaille de bronze en skiff à Melbourne en 1956. En basket, on l'a appris ce dimanche, l'arrière international français Elie Okobo prolonge son contrat avec la Roca Team pour les 2 prochaines saisons. Elie Okobo est présent dans l'effectif monégasque depuis maintenant 2 ans. Il a été champion de France ces 3 dernières années. En cyclisme, le monégasque Victor Langelotti, qui était membre de l'équipe Burgos, vient de signer un contrat avec le groupe Ineos Grenadier jusqu'à la fin 2026. Pour rappel, il a participé entre autres au Tour d'Espagne il y a 2 ans et à l'issue de la 5e étape, Victor Langelotti s'est emparé du maillot du meilleur grimpeur. Il est devenu à cette occasion le premier monégasque à porter un maillot distinctif sur un grand tour. On connaît le parcours du prochain Rallye Monte-Carlo qui se tiendra du 23 au 26 janvier et qui, comme à l'accoutumée, ouvrira le championnat WRC. Pour en parler, Sébastien Borgna est avec un de nos spécialistes auto sur Monaco Info, Franck Phillips. Quel est le parcours et quelles sont les nouveautés de cette 93e édition ? Voici leur entretien. Bonsoir à tous. Le comité d'organisation de l'Automobile Club de Monaco parle d'un tracé sélectif, exigeant, encore plus que les précédents. Qu'en pensez-vous ? Alors oui, effectivement, les 2 Robins du comité de l'Automobile Club de Monaco, c'est Robin Pugliese et Robin Olabourdette, qui sont en charge de faire le tracé, de découvrir des petits pièges qui n'ont pas été parcourus jusqu'à présent, nous ont concocté une belle première étape, à savoir que l'année dernière, nous avions 2 épreuves chronométrées, et cette année, nous en avons 3 en hors d'œuvre de cette nouvelle édition. Quelles sont les autres grandes nouveautés par rapport à l'an dernier ? Alors on a 2 spéciales inédites qui n'ont jamais été parcourues à ce jour. Et puis on a un retour d'une très vieille légende du rallye de Monte-Carlo, qui est la Motte Chalençon Saint-Nazaire-le-Désert, qui n'a pas été courue depuis les années 90 et qui peut être le juge de paix parce que aujourd'hui, sur le parcours qui est pas encore finalisé à 1000%, on va dire, cette épreuve chronométrée va être très 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 sélective, étant donné qu'on est plein nord pendant 27 km. Quelles seront les autres étapes, les autres secteurs importants, ceux qui pourraient faire la différence ? Alors je pense qu'à partir de la 2e journée, donc ces 4 chronos qui vont être faits 2 fois, dont celle que je viens de citer, vont être assez décisives parce qu'on retrouve aussi une spéciale qui a été de légende l'année dernière, qui était la spéciale la plus spectaculaire dans la nuit, où il y avait plus de 14 000 spectateurs dans les lacets de Solonay-Bréziers. Cette spéciale aussi fait partie du gros morceau de la 2e étape. Quelle place pour Monaco dans ce parcours 2025 ? On fait le départ, place du Casino, et on fait l'arrivée, départ du Casino. Ouais, c'est un cadre unique et magique pour les pilotes comme pour les spectateurs. Oui, tout à fait, c'est un cadre exceptionnel. On est en plein milieu de Monte-Carlo, du Casino, et c'est très symbolique pour nous. Moi, ancien pilote, j'y ai justement passé ce podium à plusieurs reprises, et franchement, c'est un truc très sympa. Ce sera la 93e édition. Qu'est-ce qui fait le succès de ce rallye année après année ? En fait, c'est la difficulté, et puis juste un terme, la légende, parce que c'est un parcours qui est très difficile parce qu'on a toujours l'incertitude si la neige arrive, si le froid est là, le verglas. Donc c'est des épreuves chrono qui sont atypiques sur un championnat du monde complet. Il y a la spécificité du Monte-Carlo et puis comme je disais, c'est la légende du sport. Tout le monde se bat pour faire le Monte-Carlo et tout le monde se bat pour gagner Monte-Carlo. Même les amateurs, le fait de participer sur cette épreuve mythique du championnat du monde des rallyes, et bien effectivement, c'est ça qui fait le gala et du rallye.
Le 93e rallye automobile Monte-Carlo, ce sera donc à suivre du 20 au 26 janvier 2025. Merci Franck Phillips. Merci à vous et bonsoir à tous. Direction Nice pour parler transport. La société FC Treni Turistici Italiani relance une ligne qui va relier en train Nice à Milan, l'Expresso Riviera. Toutes les explications dans ce reportage signé Frédéric Elion sur des images d'Alexandra Marangoni. Cela fait des années qu'il n'existe plus de liaison directe en train entre Nice et Milan. Une anomalie en passe d'être réparée avec l'arrivée future de l'Espresso Riviera. Ce projet ne sera pas une ligne à grande vitesse, mais un train touristique. À partir du samedi 3 août, 2 trains, un le samedi et l'autre le dimanche, relieront Nice et Milan en environ 6 heures. Monaco ne sera pas desservi pour l'instant. Il Principato di Monaco ha sempre costituito un centroide generatore di traffico verso l'Italia. Consideriamo che le strozzature delle nostre autostrade con molti lavori di potenziamento in corso rendono davvero stressante il viaggio. Noi vogliamo portarli in comfort, in privacy e, se mi consentite, con un tocco di eleganza. Quest'estate il Principato di Monaco non vedrà la fermata per un motivo tecnico. Appunto, le autorità del Principato ci hanno negato la fermata per la locomotiva diesel, ma l'anno prossimo, rassicuro tutti, Monaco sarà inserita il sabato e la domenica. Les trains seront composés de 7 à 8 wagons avec une voiture restaurant, un salon première classe et un très grand wagon pour les bagages et équipements sportifs. Ces trains entre Nice et Milan seront en service jusqu'au 31 août avec potentiellement un prolongement sur la première semaine de septembre. Nous vous avons parlé des animations du Quai Albert Ier organisées par la mairie jusqu'au 25 août. Sachez qu'en parallèle, 3 soirées sont organisées cet été, à commencer par la première qui s'est déroulée hier, vous le voyez, avec des châteaux gonflables pour les plus petits et une soirée qui s'est prolongée avec un DJ. Prochaine date ce vendredi 9 août, un show de drone à 22h avec pour thématique les Jeux Olympiques. Et pour finir, le 17 août, le retour des châteaux gonflables suivi d'une soirée consacrée aux musiques des années 90. Vous avez peut-être déjà entendu parler de la Maison d'Amélie qui accueille des personnes souffrant de handicap mental issues de Monaco et des communes limitrophes pendant les vacances, mais aussi les mercredis et les samedis. Ce lieu est le fruit de la présidente de l'association Monaco Disease Power. La Maison d'Amélie est située à Anote, dans le département des Alpes de Haute-Provence, et a été inaugurée il y a plus de 10 ans. Depuis, d'autres maisons du même type voient le jour dans ce village. L'occasion pour nous de vous faire découvrir la Maison d'Amélie, la Maison des Copains et la Maison de Delphine, dans ce reportage de Sarah Nkari et Thomas Deus. C'est dans cet ancien hôtel-restaurant situé au cœur de la ville que les futurs résidents vont s'installer à la rentrée prochaine. Cette maison, baptisée la Maison de Delphine, est la 3e maison de l'association Monaco Disease Power et s'ajoute à la Maison d'Amélie, maison principale, et à la Maison des Copains, respectivement inaugurée en 2013 et 2018. Les futurs locataires s'y voient déjà. Il faut savoir qu'il est difficile, surtout en France, de trouver un placement pour des adultes souffrant de handicap. Il y a des attentes qui peuvent aller entre 10 et 15 ans en moyenne. Donc ça répond à des besoins de familles qui ont des enfants aujourd'hui adultes et qui se retrouvent en fait à la maison. Entourée d'une nature luxuriante dans le village d'Anote, à quelques pas de là, la Maison d'Amélie est un gîte pensé pour accueillir le temps des vacances, des mercredis et des samedis, les personnes souffrant d'un handicap ainsi que leurs familles, issues de Monaco et des communes limitrophes. Au fil des rencontres que j'ai pu avoir en tant que maman impliquée et aussi avec l'association, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même beaucoup de personnes et de familles qui avaient des difficultés à partir en vacances. Alors ça peut être d'un point de vue économique, mais aussi d'un point de vue de praticité sur les lieux. Quelquefois, lorsqu'on a dans sa famille une personne qui souffre d'un handicap mental ou même d'autisme, les personnes ne sont pas toujours à l'aise avec le regard des autres. Nous, on les met en situation d'une vie quotidienne, mais en même temps, on leur propose des activités totalement récréatives. Cette nouvelle bâtisse, actuellement en travaux, a été rachetée par la Fondation monégasque Como pour près de 570 000 €. La mission de la Fondation Como, c'est faciliter l'accès à l'éducation. Mais l'accès à l'éducation vise une certaine autonomie des étudiants, des chercheurs, etc. Et dans le cas présent, avec Monaco Disease Power, l'idée c'est de aussi rendre le plus autonome possible ces personnes en situation de handicap,
à travers l'acquisition donc d'un bâtiment avec des appartements dans lesquels ils auront une vie un peu plus adaptée à leurs conditions. En attendant l'ouverture de ce 3e lieu de vie, composé de 8 chambres avec salle de bain privative, une cuisine, une salle à manger, un grand salon avec salle de jeu et prochainement un potager, les jeunes comme Julia profitent de leur été dans la maison d'Amélie, dans une ambiance familiale. J'ai fait beaucoup de choses. Je fais la piscine, les poules, on va chercher les œufs. On va leur donner de l'eau aussi. Tu surveilles qu'elles ne sortent pas. Hein. Oui. Une maison tout équipée, adaptée à leurs besoins et dans laquelle des éducateurs veillent sur eux, de jour comme de nuit. Ça c'est le lit de Lardine quand il dort ici et il est juste là, quand il est à côté, il nous regarde, il dit... Et il arrive comme ça, il arrive devant notre chambre, il ouvre le volet pour dire « Pouvez-vous lever ? On va au petit déjeuner. » Il nous prépare le petit déjeuner, bien les tartines, le chocolat chaud. J'adore. Je nage dans un rêve. Un rêve éveillé alors qui n'est donc pas prêt de s'arrêter. T'as bien parlé, t'as bien dit et c'est que ça. Et ça nous fait plaisir. Oui. Franchement, comme ça, on va encore donner plus que ça. Ouais. Ok. Oui. On peut saluer le travail et le dévouement de Muriel Nathalie Laure, présidente de Monaco Disease Power, une association qui, je le rappelle, ne fonctionne qu'avec vos dons. Passons à la météo. Quel temps est prévu pour ce début de semaine, Justin ? Bonsoir Fabien, c'est avec un beau soleil et quelques passages nuageux que vous pourrez commencer ce début de semaine. Le tout avec des températures allant de 26 à 30 degrés et un ressenti de 35 à la mi-journée, même de 30 dans la nuit. Si vous souhaitez vous baigner, la température de l'eau, elle, devrait atteindre les 27 degrés. Demain, le soleil se lèvera à 6h22 et se couchera à 20h49. En ce lundi 5 août, nous fêterons Léa Belle et je terminerai ce bulletin météo par une requête liée aux fortes chaleurs. Même si l'alerte orange canicule est levée, il fait quand même très chaud. Prenez donc régulièrement des nouvelles de vos proches et de vos voisins. Buvez de l'eau, faites attention à vous et aux plus vulnérables face à ce climat. Car oui, en faisant ça, vous pouvez sans le savoir sauver une vie. Merci Justin pour la météo et ses conseils. Que s'est-il passé en principauté à la même période sur ces 5 dernières années, que ce soit les concerts dans la cour d'honneur du Palais, la Saint-Roman ou encore les activités du Passeport Culture? On se quitte avec le flashback de la semaine. Vous retrouverez dès demain 19h Patricia Navarro à la présentation pour une nouvelle édition. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. À très bientôt. Au revoir.